Je m'appelle Elodie Peters, j'habite au Mexique maintenant depuis 1 an et j'ai travaillé, sur le sujet suivant, la réception française et espagnole de la tétralogie havanaise de Leonardo Padura Fuentes avec, madame Caroline Lepage comme directrice de thèse. J'ai soutenu ma thèse assez récemment puisque, donc je l'ai soutenue le 10 janvier 2020. Ta thèse, elle a été l'aboutissement d'un parcours traditionnel, c'est-à-dire une licence, un master, et puis tu as fait directement les doctorats après, ou s'agit-il d'un parcours plus singulier? Tout à fait traditionnel. Voilà, j'ai commencé la licence, ensuite je suis passée au master et après directement le doctorat, donc je pense qu'il n'y a rien de plus traditionnel. Tu as fait les M2 sur les mêmes sujets? Alors mon M2, je l'ai fait sur Padura, oui, donc sur la tétralogie et avec le point central, c'était donc le personnage. Je travaillais sur l'importance du personnage dans la tétralogie. Alors le titre exact, je ne me souviens plus, mais voilà, c'était sur le personnage de Mario Condé en M2. Et pourquoi tu as voulu continuer avec Padura pour ta thèse? Alors, j'avais trouvé beaucoup de choses déjà dans mon master 2, pendant mon master 2. Donc, je trouvais très intéressant cette importance-là du personnage qui est très présent forcément dans la tétralogie. Donc, j'avais envie de chercher un peu plus et de trouver d'autres choses et de vraiment beaucoup plus fouiller les œuvres. Voilà, puisqu'en master 2, forcément, voilà, ce n'est qu'un master, donc on n'a pas le temps de chercher tout ce que l'on voudrait chercher. Donc, j'ai décidé de continuer avec le même auteur et avec la même tétralogie. Et pourquoi avoir choisi la réception? Alors, la réception, bah, c'est quelque chose de très contemporain. Déjà, voilà, la réception d'une œuvre est quelque chose que, finalement, lorsque l'on lit un roman, on ne pense pas à la réception. Alors que finalement, elle est, enfin voilà, elle est partout. C'est quelque chose de très contemporain, surtout, en ce moment avec le développement des nouvelles technologies, avec internet, avec le développement de l'importance du lecteur. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un thème vraiment très important au niveau littéraire, puisqu'il y a une grande évolution, dans la littérature, et au niveau de la réception, plus spécifiquement. Est-ce qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur qui a motivé ces sujets-là pour ta thèse? Est-ce que toi, par exemple, en tant que lectrice, tu as senti qu'il fallait faire de la recherche sur ces sujets? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait te dire, voilà, c'est ça ce que je veux chercher, c'est là où je veux aller? Alors déjà, Padura est très présent dans les médias. Donc ça, j'avais commencé à le voir, lors de mon mémoire. J'avais vu que Padura était très présent, donc que ce soit sur Facebook ou, il y a beaucoup de vidéos YouTube de Padura, sur ses œuvres. Enfin voilà, donc j'avais remarqué que Padura était déjà très présent. Donc un auteur, dans la réception, voilà, c'est un point essentiel. Donc ça m'a poussée à vouloir chercher plus et à vouloir connaître plus, de la réception et de l'importance de la réception. Peux-tu nous dire, du coup, en quelques phrases, ce que tu as cherché à démontrer dans ta thèse? Autrement dit, quelle était ta thèse? Quelle était la question que tu peux te poser? Alors dans ma thèse, j'ai recherché en fait donc l'importance, heu, de chacun des, composants de la réception, c'est-à-dire le lecteur, l'auteur et les œuvres. Donc le but, c'était de voir s'il y avait maintenant, aujourd'hui, avec donc les nouvelles technologies, internet, le développement d'internet, s'il y avait une différence. En fait, si l'auteur prenait le pas sur les œuvres, si le lecteur était beaucoup plus important. Voilà, c'était vraiment un peu plus le côté de, comment dire, voir si quelque chose, en fait, sortait de l'ordinaire de œuvre, auteur, lecteur. Et en effet, j'ai remarqué donc que les lecteurs amateurs avaient une place beaucoup plus importante dans la réception qu'il y a plusieurs années, une dizaine d'années même, avec donc internet, le développement d'internet. Et que l'auteur également avait, une place plus importante, notamment Padura. Voilà, Padura qui apparaît beaucoup dans les médias. Donc c'est un peu cet équilibre que j'ai voulu vérifier. Cet équilibre était toujours, en vigueur ou s'il ne fonctionnait plus du tout.
Quel type de sources as-tu utilisé pour parler des sélecteurs amateurs? Alors, les sources, donc j'ai utilisé les blogs, les forums, les sites de vente, et très, très important, les sites de vente, puisqu'il y a beaucoup de commentaires de lecteurs, puisque ces commentaires, en fait, poussent d'autres personnes à acheter le roman. Donc, c'est vraiment très important. Et les blogs, voilà, il y a beaucoup de blogs, finalement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de blogs qui parlent de Padura ou juste des articles, donc des blogs dédiés à Padura ou des articles, juste des petits articles dédiés à Padura. Tu parles de ça comme s'il y aurait une communauté Padura. Tout à fait, tout à fait. Je m'en suis rendu compte en écrivant ma thèse, en cherchant. Oui, il y a une communauté et on parle également de Padura Mania. Donc Ah oui, bon? il y a une véritable communauté. Oui, 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 oui. Où les lecteurs sont vraiment devenus fans et ils suivent en fait véritablement l'auteur. Oui, oui. Et puis d'un autre côté, j'imagine que tu as travaillé aussi la réception avec des articles, de la critique qui parle des œuvres paduriennes du coup. Alors oui, j'ai énormément lu, donc j'ai lu les articles universitaires qui forcément sont d'une importance incroyable dans la réception, forcément, et les articles de journalistes, puisque dans la réception également, ce sont des lecteurs, donc, et qui vendent en fait l'œuvre, puisque voilà, écrit dans des journaux, lors de la sortie d'un roman, par exemple, les écrits journalistiques sont très importants, puisqu'ils vont donner en fait l'envie ou pas au lecteur de lire le roman. Donc oui, articles universitaires, articles journalistiques, oui. Tout ce qui a été écrit sur Padura. Et Presque tout. du coup, tu as travaillé sur la réception des deux pays. Pourquoi ne pas être concentré par exemple sur la réception française? Pourquoi avoir choisi la réception française et espagnole? Oui, alors j'ai choisi la réception française et espagnole puisque nous pouvons voir qu'il y a une différence en fait entre les deux lectorats. Alors au départ, je pensais qu'il y avait une très grande différence. Finalement, bon, je ne vais pas vous dire tous les résultats de ma thèse, mais voilà, les lecteurs espagnols ont aussi cette version de Padura journaliste qui est écrite en espagnol, la version que les Français n'ont pas. Donc, puisque les articles ne sont pas traduits. Padura a écrit beaucoup d'articles journalistiques, notamment pour El País. Donc, les lecteurs espagnols ont cette vision de Padura un peu plus peut-être politique que les lecteurs français. Donc, j'ai comparé en fait les deux réceptions. Et ce qui m'a donné des résultats assez surprenants, on va dire, assez surprenants. Et puis en parlant de la traduction, tu as comme directrice de thèse quand même la traductrice de Pasado Perfecto. Oui, j'ai eu cette chance. Donc, Caroline Lepage a traduit Pasado Perfecto. Et donc, elle a pu en fait m'expliquer tout le processus de traduction. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ça a été un atout également dans ma thèse, de en fait savoir, d'avoir les dessous de la traduction et de savoir ce qu'on lui a demandé, ce qui a été, voilà, ce qu'on lui a dit de mettre en relief ou pas. Voilà, ça, je pense que ça a été un atout assez important dans ma thèse également de voir, de savoir comment s'est passée la traduction de Pasado Perfecto. La vraie traduction, voilà, celle qui est sortie en France. Si je me rappelle bien, la tétralogie a été publiée par la même maison d'édition en France. Alors oui, donc la tétralogie a été publiée par Métellier et donc la petite spécificité, c'est que le troisième tome a été publié avant en fait, le premier. Voilà, c'est Máscaras, donc, qui a été traduit par Electra La Havane, qui a été publié en premier, avant Pasado Perfecto. Donc, c'est un peu... alors, on pourrait penser que c'est un peu bizarre, puisque la tétralogie est une suite, normalement. Et donc, Métellier a choisi de publier ce troisième volet, puisque pour l'éditrice, c'était le plus intéressant et le plus abouti pour le lecteur français. Donc, elle a choisi de publier d'abord le troisième volet. Et pour toi, ça signifie une autre recherche, un autre type des réceptions. Alors oui, complètement, puisque ce changement, en fait, a comme indiqué le mauvais chemin au lecteur.
puisque ce troisième volet, en fait, parle de la cause homosexuelle, de la répression homosexuelle à Cuba, donc qui est beaucoup plus politique, alors que le premier roman l'est un peu moins, même beaucoup moins. Donc, ça donne déjà une image de Padura différente de celle qu'il aurait eue si on avait publié le premier roman, le premier volet. Et tu as parlé de Madame Caroline Lepage, ta directrice de thèse, qui a été importante pour toi. Quelqu'un d'autre a-t-il joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique ou personnel dans la rédaction de ta thèse? Alors, il y a énormément de personnes qui, forcément, en fait, m'ont aidé et m'ont stimulé aussi intellectuellement. Donc, je pense notamment à toutes les personnes, toutes les bibliothèques, la BNF, la Bilipo, la Bibliothèque de Madrid également, où j'ai pu faire mes recherches et qui m'ont aidé, qui m'ont même aiguillé. Voilà, bon, cette partie-là, voilà, c'est vraiment tout un ensemble de personnes, notamment professionnelles. Également, l'Université Paris-Nanterre, pour tous les colloques, puisque forcément, aller à un colloque, c'est toujours stimulant, en fait, de se relancer dans sa recherche, de penser, ah oui, il a dit ça, ah oui, je pourrais peut-être l'utiliser dans ma thèse aussi, je vais chercher. Donc oui, voilà, ça m'a vraiment stimulé d'aller à des colloques. Et puis plus personnellement, mes amis et ma famille qui forcément ont été là pour me soutenir dans les moments plus compliqués de la rédaction, parce que la rédaction d'une thèse n'est jamais évidente, mais oui, toute ma famille m'a toujours soutenue et m'aidait quand elle pouvait. Donc oui. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Parce que là, tu souris, mais j'imagine, est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant cette thèse? Et si oui, lesquelles? Alors oui, les difficultés, oui, je pense qu'il y en a toujours. Mon gros problème, ça a été moi au début de ma thèse, j'avais envie de tout lire. Voilà, je voulais en fait tout connaître donc de Padura, des œuvres, de toutes les œuvres qu'il avait écrites, de la situation économique de Cuba, de la situation politique de Cuba. Je voulais en fait tout connaître. Et donc j'ai lu, je lisais, et j'emmagasinais plein d'éléments. Et en fait, j'ai fini par me perdre. J'ai fini par me perdre dans tout ça et de ne pas savoir en fait quoi faire avec tout le matériel que j'avais, puisque j'avais énormément de choses. Et donc, c'est à ce moment-là que Caroline m'a dit, bon, écoute, là, il faut que tu te poses. Pose-toi et maintenant, réfléchis à ce que toi, tu penses. Parce que c'est bien hein, d'avoir des avis extérieurs. Maintenant, il faut que tu réfléchisses à ton sujet et voilà, à ce que tu veux démontrer. Donc ça, je pense que ça a été le plus difficile de pouvoir en fait me penser par moi-même. Voilà, sans avoir l'appui des autres, penser par moi-même. Ça, je pense que ça a été le plus compliqué. Et puis, rédiger. Voilà, rédiger, puisqu'on a souvent par quoi commencer. Voilà, comment commencer une partie, comment commencer l'introduction, comment conclure. Voilà, c'est toujours des questions comment. Ça a été oui, assez compliqué également l'écriture. Après, il y a des moments où on écrit et voilà, on se sent bien en écrivant, mais d'autres moments où c'est un peu plus compliqué. Et pourtant, tu es arrivé au jour de la soutenance. Oui. J'étais là, je te Oui. félicite d'ailleurs, c'était excellent. Et ça date pas de longtemps. C'était cette année. Le 10 janvier 2020, oui, c'était cette année. Alors, est-ce que tu te Oui. rappelles de qui étaient les professeurs qui composaient les jurys? Oui, alors donc il y avait Madame Françoise Aubès, professeure des universités, Université Paris-Nanterre, Monsieur Julien Roger, maître de conférence, Sorbonne Université, Madame Martha Valdegaray, professeure des universités, Université de Reims-Champagne-Ardenne, Monsieur Éric Fisbach, professeur des universités, Université de Angers, et évidemment Madame Caroline Lepage, professeure des universités, Université Paris-Nanterre. Et d'une manière générale, quel souvenir gardes-tu des 2 jours de la soutenance? Alors, je garde un bon souvenir pour la soutenance, mais également hyper stressant, très, très, très stressant. Je pense que ça a été un des jours les plus stressants de ma vie, puisqu'on se confronte à des personnes qui ont lu le travail, qui vont évaluer le travail, qui vont donner d'autres pistes. Donc, c'est un peu
Oui, c'est un très, très bon souvenir, mais en même temps très stressant. Alors, c'était avant la Covid, mais est-ce que tu as eu aussi des événements particuliers les jours J? Ah oui, oui, oui. Alors, donc, j'ai passé ma soutenance dans un moment un peu trouble de la France, puisqu'il y avait les grèves SNCF. Donc mes trains ont été annulés. Je ne pouvais pas aller à Paris, ni revenir de Paris, parce que je n'avais rien, plus de train. Donc, j'ai dû trouver un autre système. Donc, j'ai fait du Blablacar. Voilà, il n'y avait qu'un seul Blablacar qui partait de la ville où habitent mes parents. Et en plusieurs jours, donc j'ai pris ce Blablacar. Donc, avec ma mère sous le bras, nous avons pris un Blablacar et nous sommes revenus juste après la soutenance en Blablabus de nuit. Donc, ça a été toute une aventure. Et donc, changer également le lieu de soutenance, puisqu'il était impossible d'accéder à l'université de Nanterre, puisqu'il n'y avait pas de RER. Donc, changer au dernier moment le lieu de soutenance, savoir au dernier moment si je pouvais, vraiment, j'ai su 3 jours avant que je pouvais soutenir. Et également, bon, voilà, une autre péripétie, la Poste a perdu un exemplaire de ma thèse avant qu'il n'arrive chez un des examinateurs. Donc, ce qui a retardé également le processus. Donc, c'était un peu compliqué, oui. Au niveau organisation, en tout cas, je pense que cela a rajouté au stress déjà de la soutenance. Je pense que l'organisation, la préparation, ça a été tout très rapide. Et après, voilà, on essaie d'en rire, mais sur le moment, c'est un peu compliqué, puisque tout se rajoute et ça devient un peu chaotique. Mais finalement, voilà, le seul bon souvenir que j'ai, ce sont les heures en fait passées en soutenance. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce que l'échange a été prolifique avec les jurys? Oui, 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 ils m'ont donné de nouvelles pistes où là, à ce moment-là, je pensais, ah, pourquoi je n'y ai pas pensé? Oui, en effet, ils ont raison. Donc oui, après, les critiques sont toujours en fait positives, toujours pour aider, pour faire avancer la recherche. Donc oui, voilà, c'est pour cela que c'est un très bon moment, puisque ce sont des professionnels qui ont lu ma thèse et qui donnent leur avis sur ma thèse et qui apportent de nouvelles choses. Donc là, par contre, oui, ce n'est que du positif lors de la soutenance. Tu parles de cet échange comme si c'était un moyen d'apprentissage aussi. Ah, tout à fait, tout à fait, tout à fait, puisque finalement, pendant des années, donc moi, j'ai travaillé sur un sujet, bien sûr, avec l'aide de Caroline Lepage, qui m'a aiguillée, qui m'a aidée, mais c'est quand même un sujet très personnel une thèse est toujours très personnelle que l'on suit, que l'on travaille tous les jours. Donc, que d'autres personnes extérieures avec une vision extérieure puissent donner un avis, c'est forcément, oui, on apprend surtout de personnes. Voilà, on peut qu'apprendre avec les personnes qui composaient mon jury. Voilà, ce sont des personnes qui connaissent énormément. Donc, oui, apprentissage, oui, totalement d'accord avec ce mot, apprentissage, oui. Et dans quelle mesure, du coup, l'enseignante chercheuse que tu es aujourd'hui a été modélée par ces recherches, par ces apprentissages entamés pour ta thèse? Hum, Alors, déjà, je continue de suivre Padura. Donc ça, je pense que ce sera à vie. Voilà, il écrit toujours, il sort des romans. Donc, je vais continuer de le lire. Et j'ai toujours cette petite idée alors, est-ce que ce nouveau roman va influencer la réception de la tétralogie? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Comment ce roman est-il vu? Donc, c'est toujours les petites choses que je cherchais, les petits détails que j'ai cherchés pendant ma thèse, qui reviennent en fait. Voilà, ce sont des habitudes de lecture qui reviennent, comment le personnage est construit. Même dans d'autres romans que je lis, c'est toujours même des articles universitaires. Je me souviens, j'ai lu un article universitaire. Ah, ça aurait été bien dans ma thèse, en effet. Donc, c'est toujours des petites habitudes de lecture de recherche qui apparaissent dans mes lectures, toujours. Et du coup, si tu continues à réfléchir à ta thèse, l'as-tu relue? Alors, non, je ne l'ai pas relu, je l'ai juste survolé, on va dire. Voilà, donc j'ai relu en fait l'introduction et la conclusion et j'ai survolé le reste. Voilà, je ne suis pas encore prête, je pense, à relire ma thèse. C'est assez récent, donc c'est tout. En fait, je l'ai rendu il y a 1 an, presque, oui, un tout petit peu plus d'1 an, donc c'est encore
un peu frais. Je ne suis pas encore prête à tout relire. Mais est-ce que tu la gardes au fin fond d'un tiroir ou est-ce qu'elle est quand même avec toi pour tes lectures ou tes relectures? Alors, donc la version papier, elle est chez mes parents, puisque je n'ai pas voulu prendre le risque de l'emmener au Mexique, de peur je ne sais pas, s'il y a un problème dans les bagages, que l'on perde ma thèse. Non. Donc, on l'a déjà perdu une fois, donc je ne veux pas qu'on la perde une deuxième fois. Mais oui, j'ai toujours le document dans l'ordinateur, évidemment. Elle restera, je pense, à vie dans mon ordinateur. Oui, oui. Maintenant que tu es docteur, quels conseils pourrais-tu donner à des jeunes doctorants ou à des étudiants qui pensent à faire une thèse? Pour moi, le conseil, déjà, ce serait de bien choisir son sujet, puisque le sujet est très important. C'est un sujet qui va vous suivre, en fait, pendant des années, auquel vous allez penser tous les jours. Donc, il faut vraiment, en fait, aimer son sujet. Il faut vraiment vouloir, en fait, travailler sur ce sujet. Et également, trouver un bon directeur de thèse, puisque c'est la personne, en fait, qui va vous aiguiller, qui va vous aider, en fait. Et donc, il faut vraiment que cette personne soit capable de faire son travail et de vous aider vraiment dans cette spécificité, puisqu'un sujet est toujours précis. Donc, si votre directeur de thèse n'est pas, en fait, spécialiste de votre sujet, je pense que ce sera un peu plus compliqué et que forcément, voilà, il faut bien choisir son directeur de thèse. Je pense que c'est un élément clé d'une thèse, puisque bien sûr, on est seul à l'écrire, à écrire cette thèse, mais le directeur est d'une extrême importance, oui. Puisqu'il est là pour vous recadrer, pour vous aider, pour vous ouvrir aussi de nouveaux horizons. Est-ce que tu as pensé à cela peut-être? Donc oui. Et bien sûr, ne pas se décourager. Voilà. Ne pas se décourager, c'est aussi, malgré les difficultés, ne pas se décourager. Et finissons par les débuts, si tu veux. Est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et puis la commenter un petit peu? Oui. Donc, la première phrase de ma thèse est une citation. Donc, voilà. Je cite. L'histoire de la littérature, c'est un processus de réception et de production esthétique qui s'opère dans l'actualisation des textes littéraires par le lecteur qui lit, le critique qui réfléchit et l'écrivain lui-même incité à produire à son tour. Fin de citation. Voilà comment Hans Robert Joss, historien et théoricien de la littérature française, résume la conception de la réception de l'école de Constance, dont il est le représentant. Donc, j'ai choisi de commencer par une citation puisqu'en fait, cela pose la base de mon travail, puisque j'ai travaillé sur la réception. Donc, rien de mieux que de laisser en fait parler le théoricien de la réception au début de ma thèse pour poser vraiment la base. Voilà, je travaille sur la réception, le lecteur, l'auteur et l'œuvre. Ça, c'est la base théorique. Et ensuite, je vais développer mon propos. Donc, pour moi, c'était vraiment la clarté dès le départ. Citation sur la réception, ce qu'est la réception. Et bon, voilà, j'aime bien cette citation. Je trouve qu'elle est représentative, en fait, pas de ma thèse, puisque j'ai travaillé sur la réception de Padura, mais sur la réception générale. Merci beaucoup, Elodie, pour cet entretien. Merci à toi, Diana.